Eh oui, vous êtes bien sur Radio Libertaire et j'espère que cette musique vous a bien réveillé. Donc c'est notre générique qui s'appelle Les yeux noirs de Django Reinhardt, histoire de se mettre, de se réveiller un petit peu et d'ouvrir bien les yeux sur l'actualité. Voilà, donc c'est Chronique Hebdo, la première émission de la matinée. Nous sommes jeudi 15 ou 16, je sais plus exactement. Le 16, voilà. Et donc, c'est la 3e émission de l'année, de la rentrée. Cette fois-ci, nous sommes tous les 3 dans le studio et un invité. Alors, je vous rappelle que la semaine dernière, nous avions reçu, dans notre émission Chronique Hebdo, l'invité. Nous avons reçu Jean-Pierre Garnier. J'ai eu quelques retours un petit peu de cette émission. Et beaucoup ont trouvé qu'il n'avait pas assez parlé, pas suffisamment parlé. Mais c'est vrai, il avait encore plein de choses à dire et de toute façon, vous inquiétez pas, il reviendra. Il reviendra certainement finir son sujet. Donc c'était le premier sujet, c'était les éoliennes. Il en a quand même bien parlé, mais on se tiendra au courant de la suite des événements. Et le deuxième sujet sur Grenoble, peut-être qu'il a été un peu arrêté dans sa lancée, oui. Mais voilà. Donc c'est Chronique Hebdo et aujourd'hui nous avons dans nos studios, donc je rappelle aussi que nous avions prévu d'avoir Juste Homme dans nos studios et puis malheureusement il n'a pas pu venir. Et nous avons un invité qui a bien voulu avoir la gentillesse de le remplacer. Et malgré tout, on va quand même passer un bon moment puisque nous allons parler d'un auteur qui nous tient à cœur à tous, là. C'est Céline. Alors, bonjour. L'invité de Chronique Hebdo, c'est Émile Bramy et que nous avions invité déjà il y a quelques années, comme le temps passe, pour nous parler aussi de cet écrivain génial que nous apprécions beaucoup, qui lui-même, je lisais ça encore hier je crois que c'est dans la revue Lire, qui à plusieurs reprises se déclarait anarchiste. Alors même si l'appellation anarchiste est toujours contestable, parce qu'au fond chacun peut en effet, simplement parce que il critique les pouvoirs, il critique l'État, il critique la société dans laquelle nous vivons, eh bien peut très bien avoir comme idée simplement de contestation de tout ce qui est hiérarchie. Alors en prenant le mot anarchie au sens littéral, au sens étymologique. Mais aujourd'hui, Émile Bramy, comme vous le savez, la première partie de notre émission pendant 1h30, c'est l'invité du vendredi. Notre invité faut préciser, à la parole, notre invité à la parole, et c'est lui qui détermine d'une certaine façon ce qu'il préoccupe en ce moment, bien sûr, tout en sachant que il peut nous parler de non seulement de ses activités, de ce qui l'intéresse, de ce qui le passionne, mais aussi ses réactions par rapport à ce que nous évoquerons ensuite à partir de 9h30, c'est-à-dire l'actualité, puisque vous êtes dans l'émission Chronique Hebdo. Alors je veux rappeler, Émile Bramy, donc tu étais venu voir il y a 3 ans, à propos de la publication donc d'un DVD, rappelé aux éditions Montparnasse, qu'on peut encore trouver sur le Louis-Ferdinand Céline. Alors il y avait dedans, c'est vrai, des morceaux d'anthologie sur des émissions de télévision, en particulier l'intervention de Louis-Ferdinand Céline à Lecture pour tous, à l'entretien avec Pierre Dumayet. Alors à ce sujet, on peut le voir sur Internet. Donc ça, c'est une possibilité si vous le souhaitez. Donc c'est toujours intéressant de rappeler ce que disait justement Louis-Ferdinand Céline un petit peu par rapport à cette histoire quand Dumayet s'étonnait de dire oui, moi j'ai commencé à écrire parce que je voulais m'acheter un petit appartement, je ne voulais plus payer le terme. Alors on se doute par rapport à l'importance évidemment de cet écrivain et de la réponse, ou simplement de dire on reviendra certainement ce matin sur le fait de Céline, sa comparaison avec une chienne de traîneau qui était un petit peu plus
plus en avant et qui disait, j'étais un petit peu comme elle, j'essayais de dire qu'il y avait des tragédies qui allaient tomber sur le monde, et j'essayais un petit peu de prévenir. Alors voilà pour Louis-Ferdinand Céline par rapport à ce DVD, et puis aussi rappeler ton ouvrage qu'on peut toujours trouver, c'est-à-dire c'était une biographie à rebours de Louis-Ferdinand Céline, dont le sous-titre était « Je ne suis pas assez méchant pour me donner en exemple ». Alors aussi ce matin, donc on va parler de Louis-Ferdinand Céline, on va parler et aussi de ton actualité. Alors de ton actualité, rappelez que tu as été aussi à un moment, tu t'es occupé d'une librairie, comme on appelle ça, de livres anciens, plus spécialisé sur Louis-Ferdinand Céline, et que tu as pris une autre orientation par rapport à ça, par rapport à l'édition. Donc on va parler ce matin surtout, entre autres aussi, de l'édition, des éditeurs, puisque l'édition, la maison d'édition, l'écriture en particulier, et puis la nouvelle, l'éditeur où tu es actuellement, et d'autres ouvrages qui ont été publiés aux éditions l'écriture. On en parlera peut-être comme celui de Solers sur Louis-Ferdinand Céline. Alors voilà, et puis aussi, on va pas se gêner, la rentrée littéraire, et puis des bouquins, la rentrée littéraire, à partir d'un article publié, qui a justement été publié dans le Nouvel Observateur de ce jour, sur un dictionnaire des injures littéraires. Alors ça fait un programme large, et aussi, comme on a dit ce matin, tes réactions aussi sur l'actualité immédiate, les correspondances qu'il peut y avoir entre ce que tu fais et puis ce que l'on vit, puisque c'est le thème un peu de Chronique Hebdo. Voilà. Très bien. Alors Émile Bramy, bonjour. Bonjour. Alors écoute, on peut commencer alors peut-être directement par ces nouvelles activités. Je pense ça. Comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai pendant presque 13 ans dirigé je me suis occupé d'une librairie d'anciens que j'avais créée et fondée, dans laquelle je travaillais sur la littérature du XXe siècle, et plus particulièrement sur un écrivain qui me passionne, qui est Louis-Ferdinand Céline. Mais je voudrais préciser quand même que je ne suis pas du tout un monomaniaque, c'est-à-dire que je ne crois pas aux gens qui n'aiment qu'un écrivain, et je ne suis pas non plus l'inconditionnel de qui que ce soit. C'est-à-dire que j'aime beaucoup Céline, mais avec ses immenses qualités et ses innombrables défauts. C'est-à-dire, je suis pas aveugle sur la personnalité de Céline, mais c'est un personnage qui est fascinant à bien des égards. Voilà. Donc après avoir tenu cette librairie, j'avais parallèlement une carrière d'écrivain. Et j'ai publié un bouquin en 2009 qui s'appelle Émile l'Africain. Et à ce moment-là, j'ai reçu un coup de fil de quelqu'un que je ne connaissais absolument pas, qui me dit, voilà, je m'appelle Olivier Bardol, je veux absolument vous rencontrer. Bon, moi je lui dis, je suis libraire, vous pouvez passer quand vous voulez. Et je rencontre ce monsieur, avec lequel je sympathise assez rapidement. Et puis au bout d'un certain temps, il me dit, voilà, je veux créer une maison d'édition. Il faudrait que éventuellement tu me présentes des gens. Enfin bon, donc je lui présente quelques personnes, et à aucun moment moi je n'imaginais que je m'occuperais de la maison qu'il voulait créer, parce que c'était pas du tout ni mon envie, ni mon ambition, j'étais très content dans ma librairie, tout allait bien. Et puis un jour il me dit, voilà, je ne trouve personne, en tout cas personne qui me convienne, et finalement les livres que tu écris, c'est les livres que moi j'ai envie de publier, alors pourquoi est-ce que ce ne serait pas toi qui dirigerais cette maison-là ? J'avoue que j'ai longtemps et beaucoup réfléchi, parce que d'abord je me sentais pas les qualités pour faire ça, et puis finalement j'en ai parlé autour de moi, aux gens que j'aime, qui tous m'ont dit, mais oui, mais pourquoi pas, il n'y a pas d'école pour être éditeur, c'est une question de goût, c'est une façon de voir les choses. Et puis c'est tout près du libraire quand même. Oui, c'est-à-dire que moi j'étais libraire, j'étais écrivain, dans ma librairie j'avais aussi une toute petite maison d'édition qui s'appelait les éditions de la Pince à linge, où je publiais déjà des petites choses, donc j'avais un petit peu touché à ce monde-là. Mais là c'est tout à fait différent, c'est-à-dire que la maison dont je m'occupe maintenant et qui s'appelle l'éditeur,
se veut une grande maison généraliste. C'est-à-dire que nous publions des livres de tous ordres, des beaux livres, des essais, enfin, etc. Et donc il fallait avoir une vision beaucoup plus globale des choses, beaucoup plus importante. Et c'est vrai que j'ai beaucoup hésité. Et puis comme j'ai 60 ans, j'ai eu l'impression que voilà, c'était peut-être ma dernière vie. Et puis moi je trouve que, enfin, il y a deux raisons qui ont fait que j'ai accepté. La première raison, c'était la confiance qu'on me faisait, c'est-à-dire quelqu'un qui a investi beaucoup d'argent dans cette maison. Oui, parce que ça doit pas être facile de créer une maison d'édition aujourd'hui. Alors non seulement c'est pas facile, mais Olivier Bardol nous a donné les moyens. C'est-à-dire qu'il a investi, la somme qu'il a investie, l'ordre de grandeur, c'est quand même le million d'euros. C'est pas du tout, c'est pas une petite maison qui veut faire, voilà. Donc c'est quelqu'un qui est un homme d'affaires par ailleurs, qui investit beaucoup de son argent et qui confie cet argent à un parfait inconnu, simplement sur ce qu'il a lu de lui. Donc t'es pas parti avec la caisse. Non, je partirai jamais avec la caisse parce que ça m'intéresse pas. Alors justement, Émile Bramy, ce qu'il avait lu de toi, faut rappeler par rapport à deux ouvrages. Alors il y a l'histoire, je crois, de la poupée, et puis Art Brut. Et puis la publication s'est faite un petit peu autrement. Alors Art Brut aussi, ça nous intéresse. Le titre aussi nous intéresse beaucoup puisqu'on a fait plusieurs émissions dans Chronique Hebdo, en référence justement à l'Art Brut, et on va expliquer peut-être après le parallèle, le lien qu'il y a à ça, où tu expliques justement dans un article que l'édition, en tout cas, de certains ouvrages t'intéresse en particulier pour découvrir des auteurs et justement qui marquent leur singularité, leur originalité, et en particulier d'un livre dont tu parles, que tu as un petit peu, j'ai vu, je vais le citer, qui est de Chérif Saï Yamina, enfant de la patrie. Voilà, et par rapport, tu dis dedans presque un livre d'Art Brut, en particulier, donc expliqué. Alors ça, je serais très content d'en parler, parce que c'est un livre qui n'a pas eu d'écho, et c'est un livre que moi je trouve absolument formidable. Voilà, je le dis très très franchement. Alors en plus ce livre a une histoire. Donc comme je vous l'ai dit, c'est le premier livre qui m'est arrivé dans cette maison d'édition, et c'est arrivé par l'intermédiaire d'un ami chez qui l'auteur, Chérif, posait du parquet. Voilà. Et cet ami parle avec Chérif, et il se rend compte qu'il a affaire à quelqu'un qui est un homme extraordinairement cultivé, qui n'est pas du tout dans la condition qui est la sienne. Voilà. Et il me dit, tu sais, je vais te faire envoyer un livre, regarde-le. Comme je viens de le dire, c'est un livre qui est arrivé parmi les tout premiers que j'ai reçus. C'était un manuscrit. C'était un manuscrit. J'avais du temps. Et j'ai lu les 50 premières pages, et les 50 premières pages étaient très mauvaises. Elles étaient très mauvaises pour une raison très simple, c'est que Chérif s'est mis à écrire lorsque Sarkozy a parlé du Karcher. Et donc, ça a déclenché. Oui, c'est ce qui a déclenché son besoin d'écrire. C'est quelqu'un qui est né dans la banlieue et qui a trouvé inadmissible que quelqu'un qui avait les responsabilités qui étaient celles de Sarkozy puisse dire ce qu'il avait dit à l'époque à propos des banlieues, et qu'il fallait les nettoyer avec du Karcher. Lui a vécu en banlieue, il a grandi là. Bon. Et donc il y avait 50 pages qui n'étaient pas du tout intéressantes, il faut le dire, qui étaient des espèces de manière de vitupérer de réaction contre Sarko, voilà. Bon, par exemple, il parlait de Kouchner, mais il employait des pseudonymes qui étaient transparents, l'homme qui transporte les sacs, enfin bon, ça n'avait aucun intérêt. Et puis j'avais pas grand-chose à faire à ce moment-là, donc je continue. En plus, c'était un livre qui m'est recommandé. Je me dis quand même, l'ami qui me l'avait envoyé, c'est quelqu'un qui avait une bonne qualité de lecture. Je m'étonnais qu'il m'envoie ça. Voilà. Et puis, au bout de 50 pages, le livre commençait. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Chérif se met à raconter sa vie. Le moment où lui, la première partie, c'est lorsqu'il a 7-8 ans et qu'il va à l'école communale avec sa grande sœur. Voilà. Et là, ça devient quelque chose, mais vraiment, pour moi, d'hors du commun. C'est-à-dire
On a ce que moi j'attends d'un écrivain, une vision du monde, Oui. une voix, une sensibilité, un style. Voilà. Et bon, le livre ne se vend pas, c'est peut-être un échec, mais c'est un très grand bouquin. Vraiment, c'est un très grand bouquin. Et alors le thème, c'est simplement la vie de shérif. Alors le thème, c'est la vie de shérif, mais c'est naturellement romancé, et c'est une succession de petits épisodes qui, moi, m'a beaucoup fait penser, mais le style n'a rien à voir, au Rital de Cavana. Voilà. C'est-à-dire que c'est une succession de petits flashs, de petits... Voilà. Et ce qu'on voit... C'est-à-dire que, bon, donc c'est quelqu'un qui est né en 56, donc il grandit, il a 6 ans à la fin de la guerre d'Algérie, enfin bon, il en parle d'ailleurs, et il parle beaucoup de l'importance, il est né à Évry, il parle beaucoup de l'importance, par exemple, du Parti communiste, la manière dont le PC prend en charge les gens dans la banlieue, etc. Il dit par exemple que, par reconnaissance de ce qu'a fait pour lui le PC, il est plus du tout d'accord avec lui, mais il continue à voter pour le PC aujourd'hui quand il vote. Voilà. C'est-à-dire par une espèce de... Par charité. Presque. Presque. Oui, alors ce qu'il faut aussi insister, peut-être aussi, parce qu'on parlait d'écrit brut. Oui, voilà. Je voudrais juste finir Oui. sur ce livre-là. Ce qu'on voit dans ce livre, ce qui est vraiment passionnant, c'est qu'on a donc un garçon très intelligent, très cultivé, et que il est embarqué dans une spirale à laquelle il ne peut pas échapper et qui fait qu'à 20 ans, il fête son anniversaire à Fleury-Mérogis, et c'est comme ça que se termine le bouquin. C'est-à-dire, le bouquin se termine, il est à Fleury et il dit « plus jamais je n'irai là ». Voilà. Et effectivement, il n'ira plus jamais. Voilà, excuse-moi. Oui, alors ce qui t'a surtout intéressé, parce que c'est pour ça que je parlais d'art brut, d'écrit brut, c'est-à-dire on va évoquer tout à l'heure évidemment ce que certains disent la rentrée littéraire, ça veut dire la rentrée, le nombre de bouquins, et par rapport à l'indigence évidemment, soit des propos ou même de l'écriture, que on ne trouve, c'est arrivé à un point tel de ça. Et alors justement dans le fait de dire art brut, c'est comme la peinture, si tu sais évidemment, puisque par rapport tu parles dans ton livre sur l'art brut de quelqu'un qui a 90 ans, c'est à la fois un personnage et qui te ressemble. Et ce qu'on a dit souvent, justement, c'est que des gens ont des capacités extraordinaires, en particulier dans ce que veut dire l'art brut, puisque je vais le signaler quand même aux auditeurs. Il y a une chose relativement importante qui va se passer là, qui se passe en ce moment au musée de Lille, qui est un musée national. Il y aura pour la première fois donc la collection d'art brut, une ouverture sur l'art brut qui ne s'est jamais fait en France, évidemment, puisque vous savez qu'on en a déjà évoqué avec en particulier du Buffet, où on a trouvé que la collection d'art brut était réfugiée, on va dire ce mot-là, en tout cas à Lausanne, ouais. C'est-à-dire à Lausanne avait accepté de s'intéresser à l'art brut, pas exactement dans l'Hexagone, et là c'est une première, et on aura à égalité tout du moins, on verra l'importance, ou du moins de l'art moderne, l'art contemporain et l'art brut, ce qui est très intéressant justement. Je ne savais pas qu'on parlerait de ça en arrivant, mais il se trouve que un des fondateurs de la collection qui va se retrouver bientôt donc à Villeneuve-d'Ascq s'appelle Michel Nedjar, voilà. Que c'est un de mes amis intimes et que il est un des personnages du livre d'art brut. Voilà, c'est lui qui est le personnage de Pipo dans art brut, et c'est vraiment quelqu'un qui est très 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 connu en dehors de nos frontières, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui, par exemple, a une galerie qui lui est consacrée à New York, qui commence à être connu un petit peu en France, et qui est sans doute un des plus grands artistes. Le terme de grand artiste est un terme stupide parce qu'il n'y a pas de course entre artistes. Créateurs. Voilà, il y a pas. Non, mais je veux dire, il n'y a pas un grand et un petit. On est un artiste ou on l'est pas. Oui. Mais je dirais que sans doute Michel Nedjar est un de nos artistes vivants les plus importants aujourd'hui. Alors je voulais justement la comparaison, tu le sais aussi qu'il y a les écrits bruts dans les créateurs justement d'art brut, et souvent des gens échappent complètement au conditionnement, au formatage, c'est-à-dire à ce que l'on fait dans les grandes écoles, en particulier aux Beaux-Arts, qui ont une formation artistique et qui à un moment donné de leur vie, c'est quelque chose d'extrêmement fort, ils ont une nécessité de créer
créer. Et là, le lien qu'on peut faire avec le bouquin dont tu as cité tout à l'heure, c'est cette nécessité qui, le déclencheur, à un moment, pour dire l'histoire du Karcher, que quelqu'un justement freinait, empêchait, et c'est ça pour des millions de personnes, à un moment, un événement va faire qu'il va se mettre à écrire. Alors des fois c'est bien, c'est pas bien. Et une des choses qui m'a passionné dans le bouquin de Cherif Sayamina, c'est aussi l'écriture. C'est quelqu'un qui justement n'est absolument pas formaté. Et d'ailleurs, chez l'éditeur, c'est le livre qui a posé le plus de problèmes. C'est le livre que j'ai le plus de mal à faire accepter, oui. Alors je peux même vous expliquer comment je l'ai fait accepter. C'est-à-dire que lorsque je ne suis pas seul à décider, mais j'ai demandé à avoir chaque année ce que j'appelle un joker, c'est-à-dire un livre que je peux publier sans donner aucune explication, que je publie comme ça. Et en fait, on ne voulait pas, dans la maison d'édition, le patron ne voulait pas publier le livre de Cherif. Et j'ai dit, bon, bah, puisque c'est comme ça, on le publie, je prends mon joker dessus. Et c'est un livre dans lequel, ce qui m'a passionné, c'est qu'il y a une écriture qui est une écriture absolument unique. C'est-à-dire une écriture en dehors de toute idée de ce qu'on appelle aujourd'hui la littérature, de ce qu'on appelle la beauté, de ce qu'on appelle... C'est vraiment une voix. Et alors, justement, ce que tu dis me faisait penser à l'écriture de Céline. C'est-à-dire une écriture aussi qui est, bien que bien travaillée, qui est quand même, j'allais dire, brute de fonderie, enfin très très simple, très vivante. Très vivante, oui. Ben c'est aussi ça. Et d'ailleurs, c'est pas tout à fait un hasard, mais Cherif est un lecteur de Céline. Enfin, c'est un livre dont il est très très difficile de parler parce que la seule manière de savoir ce qu'est ce livre, c'est de le lire. Mais c'est vraiment pour moi quelque chose d'absolument exceptionnel, et j'espère beaucoup, même si ce livre ne se vend pas, j'espère beaucoup continuer à travailler avec Cherif parce que pour moi, on a là un véritable écrivain. Ouais. Et il a l'intention de poursuivre. J'espère bien, oui. Oui, il est en train d'écrire quelque chose. Quel est son titre ? Quel est son titre ? Eh bien, on l'a tout à l'heure. Je peux donner le titre, c'est pas un problème. Enfant de la patrie. Ça s'appelle Enfant de la patrie. Alors justement, qu'est-ce que ça signifie ? On l'a un petit peu compris. Alors, Enfant de la patrie, au sens... d'abord, c'est écrit au singulier, hein, c'est pas au pluriel, c'est un enfant de la patrie, en fait. Et c'est quelqu'un qui est un laïc, qui ne demande qu'à être un Français à part entière, et qu'on ne cesse de rejeter vers ses origines. Voilà. C'est quelqu'un qui, par exemple, dit, moi, je veux pas qu'on me parle d'assimilation, j'en ai rien à faire, je suis français, de quoi vous me parlez ? Je suis né en France, bon voilà. Oui, d'ailleurs, ça fait penser à l'actualité aussi des Roms. Tout à fait, oui. C'est-à-dire, au fond, à ces gens dont on dit toujours, il faut qu'ils soient assimilés, il faut qu'ils soient intégrés, sans même réfléchir au fait que c'est des mots qui sont des mots de torture. On n'intègre pas, on n'assimile pas un individu. Il existe avec toute sa personnalité, son histoire, son origine. Et donc, c'est vrai que ce que tu dis me fait penser à... moi, je trouve ça... Alors, on est en plein là-dedans parce que, bon, par exemple, je, par principe, je ne signe jamais aucune pétition. Je refuse absolument de me retrouver dans ces histoires-là. Et je crois que c'est la première fois depuis peut-être 40 ans que j'ai signé une pétition à propos des Roms, parce que je trouve qu'on est là aujourd'hui dans quelque chose qui est pire que scandaleux, qui est honteux. C'est-à-dire vraiment, moi, j'ai honte que des gens qui sont censés être le gouvernement de la France parlent en mon nom et font ce qu'ils font. Voilà, c'est-à-dire qu'on est, pour moi, on est au pire moment de la période la plus noire de notre histoire. Voilà. Oui, d'ailleurs, il y a un petit événement qui m'a frappé hier quand je voyais le petit successeur de Mussolini, c'est-à-dire Berlusconi, approuver le comportement de Sarkozy en disant ben oui, au fond, il faut les chasser. Hein, puis cette manière, moi je trouve cette manière de montrer du doigt une population, de fabriquer de toutes pièces ou d'aller dans le sens d'un racisme qui existait déjà, de flatter les plus bas instincts des gens. Je trouve que
on est vraiment là dans la honte. On n'est pas dans le scandale, on est dans la honte. C'est-à-dire que moi j'ai honte de ce qui se dit en mon nom par un gouvernement élu démocratiquement, donc sur lequel je n'ai rien à dire. Non, mais on pourrait rentrer dans tous les détails qu'on veut. Ce gouvernement est élu, il représente la France. N'en parlons plus, c'est comme ça. Bon, mais justement, c'est pas comme ça. C'est que effectivement, j'entendais encore ce matin qu'il y a plus de la moitié des gens qui n'ont pas voté. Et donc, d'une part, et puis d'autre part, je pense que justement, tous ceux qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales, tous ceux qui contestent toute nécessité d'une représentation, eh bien, ont leur mot à dire. Et évidemment, ils ne peuvent pas s'étonner du comportement du chef de l'État, puisque en prenant les positions contestataires qu'ils ont prises, ils savaient bien qu'ils allaient tomber dans cet excès du pouvoir, dans cette mesures qui constituent tout à fait d'une façon inacceptable le comportement de Sarkozy et de sa bande. Donc c'est vrai qu'on peut pas dire c'est comme ça parce que une majorité de gens ont dit oui, on peut le choisir celui-là. Non, je ne dis pas c'est comme ça. Je ne dis pas que j'approuve ce gouvernement. Ce que je dis, c'est que on est dans un système qui est ce qu'il est. C'est bien pour ça qu'on peut discuter à l'infini ensuite, qu'on doit contester évidemment, mais en même temps, qu'on le veuille ou non, qu'on l'accepte ou pas, ce gouvernement est aujourd'hui, aux yeux de toutes les instances démocratiques, etc., représentatif de ce qu'est censé être la France. Et que ce gouvernement prenne, au nom des Français, les mesures qui sont les siennes, pour moi, est absolument honteux. C'est scandaleux, c'est sûr. Scandaleux. Non. Oui, mais scandaleux, ça me semble être une réaction. Pour moi, ça va au-delà du scandale. Mais Émile Bramy, c'est ce que l'on dit, puisque tu sais, c'est quand même où tu es là, une radio anarchiste. Donc le problème des institutions, c'est bien celui-là. Dans quelle dérive ça peut nous embarquer? Et c'est un petit peu ce qu'on a dit, puisque tu évoquais tout à l'heure les périodes, certains l'ont dit, sombres de l'histoire et des comparaisons, puisque des comparaisons avec des rafles, des expulsions des années 40. En tout cas, donc là aussi, ça a choqué beaucoup de gens. On le rappelle souvent, ce système dit démocratique a permis quand même l'avènement au pouvoir d'Adolf Hitler. Et de la même manière, ce que l'on veut dire par rapport à ce danger, c'est que le nationalisme, la constitution même des nations telles qu'elles sont faites, eh bien, s'il y a une dérive par rapport à un pouvoir hiérarchique, eh bien, c'est jusqu'où il peut nous emmener. Et n'oublions pas, justement, que cette constitution, quand même, de la Ve République, il faut voir ce qu'elle représente, les textes qui sont dedans. Quand on voit le pouvoir absolu qu'a le chef de l'État, en particulier, tu sais, l'article 16, de faire, de mettre les pleins pouvoirs, décider du couvre-feu, comme on a eu. Donc, ce sont des institutions qui ont été faites, aussi, il faut le dire, à l'issue de ce général. Absolument, quand on parle le mot démocratique, on n'aime pas beaucoup. C'est la démocrature de Castoriadis. Voilà. Alors, donc, cet événement-là. Alors, revenir à ça pour voir que, justement, des institutions que l'on peut critiquer, comme disait, on a évoqué le général quand il parlait de ce grand machin de l'ONU, eh bien, là aussi, à critiquer largement la position de la France. Si même on peut mettre en question évidemment d'une certaine qui on va stigmatiser et d'autres pas, et puis aussi dernièrement évidemment là c'est hier ou avant-hier Viviane Reding, donc on voit pour la Commission européenne avec ce matin cette histoire-là avec l'histoire du Luxembourg où moi j'ai entendu quand même sur une déclaration d'un mec de l'UMP qui disait que si les Français ne veulent pas des Roms, les Luxembourgeois si ça leur plaît, s'ils ont leur mot à dire là-dessus, ils ont qu'à les prendre. Ils ont qu'à les prendre, comme ça. C'est vrai. Voilà le vocabulaire employé qui montre bien où sont ces personnes, et donc on évoquera peut-être tout à l'heure, moi je dis souvent donc ce courant pétainiste évidemment qui traverse ou fasciste, qui traverse l'ensemble de la société française et qui à des moments de l'histoire se révèle, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'enfoui qui est pas digéré, et par rapport à certains événements, subitement ça remonte à la surface, et là on met l'ensemble de la population devant des
des événements qui sont au-delà, je veux dire, de la honte, absolument inacceptables. Si je me souviens bien, Hitler a dit à peu près la même chose à peu près des Juifs. Hein, si quelqu'un en veut, qu'il les prenne. Oui, bah absolument. Et il y a d'ailleurs, pour illustrer d'une façon un peu j'allais dire un peu moins tragique ce que l'on est en train de dire, c'est-à-dire de tous ces personnages qui, bien qu'ils agissent comme des dictateurs, comme des petits Hitler ou Mussolini, s'abritent derrière le mot démocratie. Il y a un papier dans Le Monde à propos d'une démocratie d'Amérique du Sud, du Suriname, plus exactement, l'ancienne Guyane hollandaise, qui est un tout petit pays et le titre de ce papier, c'est un tyranno devenu président. Un tyranno devenu président, et c'est l'histoire d'un personnage qui, depuis une trentaine d'années, arrive soit par un coup d'État, soit en créant un parti démocratique, arrive au pouvoir, commet des assassinats, est en accord avec les cartels de la drogue, et qui continue très tranquillement à être élu démocratiquement et à être... alors, il a appelé ça, le journaliste, un tyranno devenu président. Alors, je ne sais pas s'il l'a fait exprès à propos de Sarkozy, mais en tout cas, ça ressemble beaucoup à ça. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. Il faut se souvenir que, par exemple, Noriega a quand même été... un président mis en place par la CIA, qui a été reçu dans toutes les... dans tous les pays du monde, capitale, et qui plus tard est jugé en France pour trafic de drogue, quoi. Je veux dire, voilà, bon. Voilà. Alors, ce matin, écoute, Émile Bramy, donc on va le rappeler et on va revenir tout à l'heure, puisque c'est un balancement. Oui, Jacques, on va faire une partie, une petite partie musicale pour donc permettre aussi aux auditeurs, s'ils le souhaitent, de nous appeler pendant cette partie musicale. Et puis on va revenir. Donc on va faire comme ça, puisque c'est un petit peu l'actualité en même temps ton actualité. Eh bien, on va revenir à l'édition et on va parler peut-être aussi de la rentrée littéraire et puis des bouquins donc aussi de la on parlera ça tout à l'heure, de l'amour ou de la haine entre les écrivains. D'accord. À partir d'un ouvrage qui vient d'être publié qui s'appelle le dictionnaire des injures littéraires. Voilà, donc on va l'évoquer et on en lira pour les auditeurs quelques extraits. On vous rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40, l'émission L'invité de Chronique Hebdo. Lorsque sans parti pris, on établit le bilan de l'humanité d'aujourd'hui. Il devient limpide comme un clair de lune et lumineux comme un clair de Notel. C'est pas de sitôt que les hommes seront frères et que malheureusement au contraire, nous vivons à présent sous le signe affligeant de la haine et de ses affluents. C'est triste et déprimant. Il y a de la haine partout, il y a de la haine tout autour de nous, surtout partout, tout se passe par en dessous. De mémoire de grincheux, jamais dans les yeux, on le vit en regard haineux. Ah, y en a-t-il de cette haine qui souille les esprits, qui perdent le sens de la fraternité, et ainsi suit l'altruisme aussi. Et là, l'altruisme est foutu et c'est couru. Il n'y a pas plus d'altruisme que de beurre au but. Il n'y a plus que de la haine, si bien que dans le pays, bientôt tout le monde sera haï. Mais là où la chose se complique et devient tragique, c'est que la haine devient pour chacun une espèce de besoin que d'authentiques sagouins entretiennent de près comme de loin. Il y a de la haine de toutes les nuances, de la haine standard ou de circonstance. Il y a de la haine de bouton pour les haineux de salon et de la grosse haine de confection. Mais de toutes les façons, il y a trop de haine, oui, il y a trop de haine et il y a trop d'haineux. Ça tourne au scabreux et au scandaleux, car certains haineux en arrivent même entre eux à se traiter de tête haineux. C'est un cercle vicieux, car quand un haineux et un autre haineux, celui qui est aussi par l'autre haï, de même que celui
qui est haï, haïssant celui dont il est haï. Chaque haï donc est un haï qui est, ce qui fait qu'en fin de compte on peut voir comme ça la ici et la i, Et voilà, c'est comme ça. Oh, bien sûr, il y a pas. Non, il y a pas de quoi. En signe de joie, se passer les paupières à la crème de Chester. Avec une tringle à rideau de fer. Il ne reste plus qu'une seule chose à faire, c'est de rassembler par toute la terre tous les hommes généreux qui d'un cœur valeureux haïssent la haine et les haineux. C'est ce qu'il y a de mieux. Hardi donc, allons-y, roulez tambours et sonnez trompettes et hélicos. Suce à ceux qui suent la haine par tous les ports, qui se font un sport d'haïr de plus en plus fort. À bas la haine et les haineux, ainsi que ceux qui hurlent avec eux. Assez de haine, assez de gens qui passent leur temps à haïr bêtement. Si nous tenons bien que nous en viendrons sûrement à bout, la confiance alors mettra le monde d'accord. Et l'on sera content de voir les hommes d'à présent devenir de plus en plus confiants. Haine par-ci, haine par-là. Oh, y en a-t-il la haine? Henri. Alors non, c'est la haine. Ah bon. C'est la tyrolienne haineuse. Après. Et donc il faut en finir avec la haine. Alors la haine, c'est justement ce matin, on va en parler avec. On a déjà commencé avec Émile Bramy, on l'avait évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire ce fameux dictionnaire des injures littéraires qui vient d'être publié, un ouvrage important. Et comme je te disais tout à l'heure, dedans, alors il y a des citations, des tas de choses où les écrivains se lâchent quelquefois, se lâchent ou sont un petit peu lâches. Enfin, ils s'abritent peut-être derrière l'écriture. Et à la fois, il y a des bonnes choses dedans, mais il y a des choses. On est absolument, on va en lire quelques extraits tout à l'heure, épouvanté de voir la détestation, comme je dis, puisque c'était la tyrolienne haineuse, la haine que certains peuvent éprouver envers ce que l'on appelle quelquefois les confrères. C'est justement ça qui a présidé à l'idée de la publication de ce livre, c'est-à-dire essayer de voir. C'est un dictionnaire, donc ce sont des entrées par ordre alphabétique, en fait par ordre alphabétique d'insultés. Voilà. Et le dictionnaire correspond à trois définitions. Il faut d'abord que la personne que l'on insulte soit très connue, soit quelqu'un d'important. Du point de vue littéraire, j'entends. Que l'insulteur, lui aussi, soit quelqu'un d'important du point de vue littéraire, et surtout, il faut que l'insulte soit une insulte littéraire, qu'elle soit écrite, c'est-à-dire que c'est pas le célébrissime casse-toi pauvre con, quoi. Il faut quand même qu'il y ait une certaine qualité dans littéraire de l'injure. Oui, il faut que ce soit une qualité littéraire de l'injure. Alors on peut en citer quelques-unes. Oui, voilà. Alors je sais pas si tu en as. Si tu en avais ce matin, alors moi j'avais repéré d'abord. Alors le rappeler, donc le Nouvel Observateur, il y a un article qui a été publié le dernier justement, rappeler alors donc l'éditeur, on va le dire tout à l'heure. Alors dans la liste, tu disais une forme de célébrité, là aussi qui est quelquefois totalement usurpée. Alors il y avait là, on va commencer un petit peu par l'histoire, par des temps un peu plus reculés. Baudelaire, ce que disait, puisque c'est l'actualité du Goncourt, on va voir comment ça se bagarre, on parlera peut-être de Tahar Benjaloun, qui fait partie, je crois, du jury du Goncourt. Émile et Jules Goncourt, voilà ce qu'ils avaient dit de Charles Baudelaire. Le Saint-Vincent de Paul des Croûtes trouvait une mouche à merde en fait d'art. Oui, voilà. Donc voilà, on peut dire quand même, tu vois, on savait quand même que les frères Goncourt
Goncourt étaient des personnages peu... Ah voilà, alors c'est pour ça que... Voilà, et ce qui est amusant aussi, c'est que ce sont souvent des gens qui sont effectivement des écrivains connus et tout, mais qui sont relativement médiocres et qui s'attaquent à des gens qui les dépassent infiniment. Oui. C'est souvent le cas. C'est-à-dire qu'il y a là-dedans, on sent beaucoup dans ce genre de choses une forme d'envie ou une forme de mépris. Bon, par exemple, les attaques contre Zola. Bon, on en a mis beaucoup, mais par exemple, Victor Hugo disait de Zola, je vais citer de mémoire. Je l'ai. Enfin, si tu veux, écoute, tant qu'il n'aura pas dépeint complètement un pot de chambre plein, il n'aura rien fait. Voilà, c'est ça. Donc là aussi. Voilà, donc alors tu disais en même temps, alors inversement, donc des gens plus célèbres ou qui l'ont envie, en tout cas Pierre Jourde, je ne crois pas, qui avait écrit la littérature à l'estomac, c'est ça. La littérature sans estomac. Sans estomac. La littérature à l'estomac. Non, mais à l'estomac pour Christine Angot, je dirais à l'estomac ou ailleurs pour parler d'organes. En tout cas, voilà ce qu'il dit Pierre Jourde de Christine Angot. Angot, c'est du vrac, du tas de quoi? On ne sait pas trop, conversation téléphonique sans fin et sans sujet, détails dépourvus de sens, confidences sexuelles, c'est un peu l'esthétique du loft. Et ça obtient le prix France Culture il y a quelques années, ce qui en dit long sur la haine de certains intellectuels envers l'esprit. Alors, il y a une réflexion auquel je pense à propos de ces injures, de ce dictionnaire des injures littéraires. C'est que, est-ce que, au fond, les victimes, je pense notamment à Zola, est-ce que les victimes sont d'une certaine façon, du fait qu'ils ont été injuriés, sont redevenus recommandables ou présentables? Parce qu'au fond, moi, je n'injurierais pas Zola comme l'a fait Victor Hugo, bien que j'ai les mêmes capacités. Alors pourquoi, mais pour moi, c'est vraiment l'individu, enfin sur le plan social, parce qu'effectivement, quand j'étais gamin et que je lisais Au bonheur des dames, je trouvais ça absolument génial. Mais pour moi, c'est un personnage répugnant dans la mesure où il s'est comporté du temps de la Commune de Paris, du temps de ces exterminations de Parisiens, d'une façon absolument inacceptable. Et il a même écrit un petit pamphlet qui s'appelle Mes haines. Puisqu'on parlait de mes haines. Et donc, je ne réhabiliterai pas du tout Zola parce qu'il a été injurié par Victor Hugo. Mes haines est beaucoup cité dans le dictionnaire. Oui. Mais alors là, parce que alors juste parce qu'on l'a pas dit, je pense que c'est important. Il est publié chez l'éditeur. C'est une... Et Pierre Chalmin qui a rassemblé... Alors c'est Pierre Chalmin qui s'est occupé de rassembler effectivement l'ensemble des citations et c'est publié effectivement chez nous, chez l'éditeur. Voilà. Alors justement revenir. Alors puisque Jacques tu évoquais donc peut-être une actualité, c'est le dictionnaire des injures littéraires et ça commence par Ta gueule Bukowski. Alors souvenons-nous, rappelons un peu cette histoire. On a choisi d'appeler ça Ta gueule Bukowski parce que c'est quand même quelque chose que beaucoup de gens ont vu et dont ils se souviennent. C'était dans l'émission de Bernard Pivot, Apostrophe. Donc il y avait Bukowski et Cavana qui étaient face à face et Bukowski est arrivé, a beaucoup bu et s'est comporté d'une manière comme on ne se comporte pas à la télévision, mais qui était quand même une façon de se comporter, je dirais, tout à fait humaine. Ah oui. Voilà, c'est-à-dire que et en fait, ce que lui a reproché Cavana, c'était de ne pas jouer le jeu de la télévision, c'est-à-dire de ne pas se comporter comme on attend qu'un écrivain se comporte. D'être mal élevé. À la télévision. D'être mal élevé, de boire. En fait, il y avait un auteur canadien, une femme dont je pense que c'était Madame Bombardier. Madame Bombardier, voilà. Il avait mis la main sur les cuisses de Madame Bombardier. Enfin bon, il s'était comporté comme se comporte Bukowski normalement, mais comme on ne se comporte pas à la télé. Et ce qui était quand même assez étonnant, c'est que la réaction était venue de la part de Cavana. De la part de Cavana, il avait cassé les codes. Voilà. Et Cavana lui avait dit même à un moment, si tu continues, je vais te mettre mon poing dans la gueule. Ah oui, voilà. C'était assez violent. Assez violent.
Et en fait, voilà, c'est ça qui est étonnant, c'est que ce soit les autres. Mais enfin, en ce qui concerne Cavana, nous l'avions invité à Montmartre, à Radio Liberté. Oui, et moi, j'avais été frappé du côté, tout de même, malgré toutes ses qualités, d'une certaine tonalité conventionnelle dans son discours. Hein, donc, il n'est pas seulement, le critique, l'auteur percutant. Il a aussi. Il faut pas jeter la pierre à Cavana parce que. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on est embarqué dans le système éditorial, lorsqu'on vit de son écriture, comme le fait Cavana, on est contraint, je veux dire, à moins de se retrouver complètement marginalisé et à la rue, dire Cavana, il est comme tout le monde, il faut bien qu'il mange. Et se retrouver, c'est-à-dire, s'il y a un monde qui vous marginalise très vite, c'est bien celui-là. C'est-à-dire que ce serait des choix héroïques, je dirais, que de ce... Ah ben, ils ont été faits quand même par certains... Certains l'ont fait, oui, il y a certains qui l'ont fait. Ces choix. Oui, non, mais ces choix héroïques ont été faits par certains, bien sûr. Oui, mais là, cette émission, enfin l'intérêt, puisqu'on en parle un petit peu, montrait la force, justement, du lieu télévisuel, puisqu'il y a des petits ouvrages qui sont sortis, un mec, je pense, de Philosophie Magazine qui s'est fait un petit peu avoir, là, dernièrement, il y a eu quelque chose d'extrêmement violent, et qui a essayé de comprendre un peu pourquoi. Donc il y a une force de ce lieu télévisuel, et justement, pris dans ce filet, eh bien Bukowski, il avait picolé, et je pense que ces codes-là, il les avait pas du tout, et c'était vraiment le seul à être humain, comme tu dis, et que les autres subissaient, parce que il y a quand même, faut rappeler, plusieurs dizaines d'années, la violence de l'émission, et on peut dire que d'aller à la télévision, enfin, ça a été exprimé, je pense, dans un ouvrage qui s'appelle Le Téléviathan. Si tu as entendu parler de ça, justement, le Téléviathan, par le rédacteur, c'est le rédacteur de Philosophie Magazine qui l'a publié, qui s'est fait totalement piéger par rapport à ça, qui n'a pas pu s'exprimer dans une émission de télévision. Et il expliquait que la structure dont c'est fait, et c'est là qu'on voit très bien que Cavana, portant lui-même, puisque c'est les rééditions de 30 ans ou de 40 ans de Charlie Hebdo, de Harakiri Hebdo, où il disait on avait, dans les années 60, voulu se rencontrer parce que la société était totalement étouffée, comme maintenant, pétainiste, ils employaient ce mot-là et tout ça. Lui, portant justement une forme de subversion, se retrouvant à la télévision, étant dépassé par les événements et la télévision lui dictant sa propre conduite. Je pense que il y a, je sais plus son nom, mais je crois que c'est un auteur qui a dit, messieurs les censeurs, je vous salue. Messieurs les censeurs, bonsoir, c'était, comment s'appelait-il, ce philosophe? Clavel, Bernard Clavel. Bernard Clavel, qui était parti parce que... donc, coup de gueule. Alors. Et puis Bourdieu aussi a écrit beaucoup. Ah bah voilà, pour montrer, mais pour essayer de comprendre un peu. Je pense que la télévision, c'est le dernier sanctuaire aujourd'hui. C'est la dernière église, quoi. On peut faire des choses dans certaines églises qu'on ne fait pas à la télévision. C'est un peu ça, comme on dit, par rapport à, comme on dit, la messe catholique, la messe catholique. Alors, je pense que c'était un peu, Jacques, continuer ce matin intéressant, par rapport à ces citations, puisque il y en a d'autres, et en même temps, ça peut nous permettre de parler de l'écriture. Alors, un auteur que l'on aime particulièrement dans cette émission, c'est Michel Onfray. Alors dedans, donc, il y a une citation de Michel Crépu qui dit « Michel Onfray, une philosophie de maître nageur vexé. Une philosophie de maître nageur vexé. » Alors, il y a il y en a un peu pour tout le monde. Alors, on pourrait revenir... Parce qu'on parle d'Onfray, il faudrait dire celle sur Roudinesco quand même, comme ça on ferait le... Roudinesco, alors il est impossible de faire un pas dans le secteur freudien sans tomber sur Madame Roudinesco. Oui. Elle est la surveillante générale qui vous alpague du fond du couloir. Vous pensiez avoir la paix,
travaillez tranquille. Mais non, elle vous demande ce que vous faites là. Voilà. Toujours même auteur Michel Crépus. Toujours Crépus. Alors aussi, alors il y a eu de plusieurs. Je voudrais revenir à Marcel Proust. Hein, on va en parler peut-être tout à l'heure par rapport aux auteurs que tu aimes bien. Hein, donc déterminant. Et puis ça, on pourra faire le lien avec Céline. Hein, revenir à Céline par rapport à ce qu'il disait de Proust. Alors là, c'est Maurice Barrès. Hein, alors évidemment, cité par Walter Benjamin, un poète persan. Marcel Proust dans une loge de concierge. Voilà, c'est ça. Donc, il y a des choses quand même. Il y a des raccourcis assez étonnants. Assez étonnants, voilà. Il y a des choses. Là, il y a de l'humour. Hein. Ah, bah voilà. Oui, bien sûr, non, mais c'est très drôle. Hein. C'est mieux que Victor Hugo. Oui. Alors on peut, justement, on peut peut-être voir. Il y a Charles Baudelaire, ce Georges Sand, hein, celles qui ont été retenues. Hein. Moi, je n'ai pas regardé. Non, mais j'ai pas pensé à venir avec le dictionnaire aujourd'hui. Voilà. Et alors. Il y avait sur Druon Paul Claudel, André Gide. Il dit jeune, il avait l'air d'un clou, il a l'air maintenant d'un marteau pilon. Paul Claudel. André Gide, et jeune, il avait l'air d'un clou, il a l'air maintenant d'un marteau pilon. Alors j'en ai entendu une autre. Mais qui est-ce qui disait ça? C'est André Gide. C'est ça, de Claudel. De Claudel. Ce qui est pas. Et puis, oui, mais il avait tout à fait raison. Voilà. Parce que moi, je me souviens quand j'étais lycéen, c'était la sortie du soulier. C'était la sortie du soulier de satin, et j'avais trouvé que cette tragédie de Claudel était d'une lourdeur de marteau pilon. Voilà. Par exemple, une que j'aime beaucoup, c'est à propos de Jules Renard, à propos de Stéphane Mallarmé. Jules Renard écrit Mallarmé intraduisible, même en français. Oui. Ça c'est vrai. C'est vrai. Oui. Et puis je sais pas de souvenir, non, je sais pas si c'est de ce dictionnaire pour Dormesson, puisque Dormesson, enfin Jean Dormesson, vous savez, absolument partout. Hein, à un moment dans les télés, dans les radios, enfin bon, on lui pardonne tout, je ne sais pas. Mais il disait, alors à 20 ans, il disait pour lui. J'étais un jeune con, maintenant je suis un vieux con. Bah oui. Donc il est lucide. Il est encore lucide. Voilà. Alors les citations, pour te dire, les oppositions, des moins bons qui critiquent des gens qui, pour eux, un peu inaccessibles, et inversement. Oui. Et après rappeler, alors puisque pour tes auteurs, un peu ta formation, tu as parlé évidemment de Céline, et puis on va en parler tout à l'heure, et tu évoques Montaigne évidemment, Diderot, on peut en dire un mot, plus qu'un mot avec la lettre sur les aveugles, et puis aussi Marcel Proust. Et alors voilà. Diderot, qu'est-ce qu'il a dit? Non, simplement, non. On revient, Jacques, on reviendra un peu après sur les citations dans ce dictionnaire des injures littéraires, mais en même temps, on souhaitait voir avec Émile Bramy ces auteurs. On m'a demandé dans cet entretien de citer un certain nombre d'auteurs. Donc en fait, moi les écrivains que j'aime bien, donc Céline, mais comme je l'ai dit au début, je suis pas du tout quelqu'un de. Enfin, je m'intéresse beaucoup à la littérature, à ce qui est écrit. Céline fait partie des écrivains que j'aime, mais c'est loin d'être le seul. Donc j'aime beaucoup Montaigne, qui pour moi est surtout dans sa manière de décrire le voyage, par exemple. Je trouve tout ce que dit Montaigne à propos du voyage, cette manière d'essayer de voyager le nez en l'air, comme il dit, c'est-à-dire de prendre à droite si on a envie de prendre à droite, et à gauche si on a envie de prendre à gauche. Je trouve ça tout à fait remarquable. J'aime beaucoup Diderot parce que je trouve, et je le dis dans cet article, que lire Diderot, c'est se sentir soi-même un peu plus intelligent. C'est quelqu'un qui a une espèce de rigueur dans le raisonnement, et en même temps, contrairement à ce qui est devenu la philosophie aujourd'hui, de clarté absolue dans la manière de s'exprimer. C'est-à-dire qu'on est dans une forme d'écriture qui est toujours très claire, très élégante, mais qui en même temps véhicule des idées très intéressantes. Et pour quiconque s'intéresse à l'athéisme, la lettre sur les aveugles de Diderot est, à mon avis, à recommander. Une démonstration lumineuse de l'inexistence de Dieu. Voilà. Oui. Si jamais on a besoin, on va la lire. Voilà. Si jamais on a besoin, à recommander, donc. Si jamais on a besoin de se convaincre de l'existence de Dieu et d'avoir un raisonnement qui arrive à vous convaincre de cette inexistence, eh bien, il faut absolument lire la lettre sur les aveugles. En 2 mots.
En 2 mots, Diderot dit voilà, s'il y avait un Dieu unique, il est évident que ce Dieu unique imposerait aux hommes une morale qui serait elle aussi unique. Et il démontre juste après cela que notre morale, non seulement n'est pas unique, mais elle évolue en fonction de nos sens. C'est-à-dire que, et c'est comme ça qu'il prend l'exemple de l'aveugle-né, c'est-à-dire que la morale d'un aveugle, nous dit-il, n'est absolument pas la morale d'un homme qui voit. Par exemple, la chose la plus simple, pour un aveugle, l'idée de pudeur n'existe pas. Voilà. Et donc on se rend bien compte que effectivement nos morales et par exemple les 10 commandements ne sont qu'une construction de notre esprit. Oui, bien sûr. Voilà. Et ça c'est absolument remarquable. Voilà. Donc oui, mais si tu veux, moi je crois que tu dis que c'est une argumentation très élaborée, un rationalisme indiscutable, mais est-ce qu'on peut imaginer que celui qui prétend croire dans un Dieu quelconque sera perméable à un raisonnement. C'est ça la question. Non, ça je ne crois pas. La distinction je ne crois pas, entre le sacré et la raison, dans la mesure où on est dans le domaine de la croyance et de la foi, oui, évidemment pas. Non, mais je veux dire que si on hésite, il faut, ou alors si on essaye de se convaincre dans un sens ou dans l'autre, pour moi, ça me semble être un texte nécessaire. Voilà. Donc, par ailleurs, j'aime beaucoup la correspondance de Flaubert, que je trouve, par exemple, très supérieure à ses romans. Les romans de Flaubert m'ont toujours un peu ennuyé. Ah bon? Oui. Toujours un peu ennuyé. Et pour des raisons simples, c'est que je trouve que cette quête absolument délirante de la perfection, dont chacun sait qu'elle n'existe pas, finit par fabriquer des livres qui sont des livres chez Flaubert un peu corsetés, un peu froids. Voilà. Tandis que dans sa correspondance, alors on est comme dans toutes les grandes correspondances littéraires, c'est-à-dire que à la fois on est dans la spontanéité et en même temps il sait parfaitement que cette correspondance va être lue. C'est un petit peu comme Madame de Sévigné. Et il y a par exemple il y a des choses absolument extraordinaires. Par exemple, dans le tome 1 de la Pléiade de la correspondance, le jeune Flaubert va visiter avec son ami l'Orient, et il y a des pages sur la visite de l'Égypte qui sont absolument extraordinaires. Enfin, je veux dire, c'est un récit de voyage à proprement parler fabuleux. Et puis il y a des choses totalement hilarantes. Par exemple, à la fin du voyage, ils n'ont plus d'argent. Et ils arrivent au bout de leur argent, et on leur a recommandé comme il écrit, une almée, donc une prostituée de luxe qui coûte très cher, et en même temps on lui a dit que dans certains bains turcs, il y avait des petits garçons, enfin, etc. Et il n'a pas l'argent pour les deux, et il hésite longuement, et il écrit à un de ses amis, Louis Bouillet, cette hésitation. C'est à proprement parler quelque chose d'extraordinaire. Et oui, mais alors justement, moi je sais que pratiquement j'ai pas lu de romans de Flaubert. Je crois que Bouvard et Pécuchet m'ont pas très passionné. J'ai abandonné rapidement. Mais celui en plus, c'est pour ça que tu parlais de l'Égypte, mais celui qui m'a vraiment découragé complètement au point que j'ai jamais essayé de relire Flaubert, c'est Salammbô. Pour moi, c'est illisible. Pour moi, Salammbô, c'est illisible. Pour moi, ça dégage un ennui profond. Il y a pas un petit dictionnaire aussi de Flaubert sur sur la bourgeoisie, il y a le bourgeois, celui qui pense. Il y a les deux volumes de Bouvard et Pécuchet, quand même. Oui, dedans, voilà. Alors autour, juste puisque ça pourrait être, je ne sais pas, en tout cas des signes, des conseils ou tout du moins des recommandations de lecture. T'as évoqué Montaigne. Alors on peut pas faire autrement que de recommander La Boétie, parce que c'est en boucle et on le trouve vraiment dans des petites éditions, ça coûte à 2 €. La servitude volontaire, et c'est vraiment indispensable. Ça devrait être appris par cœur complètement, la recommander. Et donc c'est tout. Il y a une nouvelle traduction, parce qu'il y a eu des textes un peu plus délicates, mais en tout cas cette nouvelle traduction de la servitude volontaire est absolument indispensable. C'est tout à fait d'actualité. Oui, alors parce que en plus il a appelé
son bouquin, je crois que la servitude volontaire, ça a été seulement un titre secondaire, mais il a appelé son bouquin au départ le contre-1. C'est-à-dire, au fond, c'était le contre le monarque, le contre une monarchie absolue, le contre une autorité indiscutable et unique. Et donc, le contre 1, je trouve que là, on a, sans vouloir comparer le petit Nabot à un roi de France de l'époque de la Boétie, je pense que là, on a quand même un petit dictateur contre lequel il est nécessaire de se battre, hein, et donc plus d'acceptation de la servitude. Oui, alors Émile Bramy, donc ce matin, fait un petit peu parler de ses recommandations, donc il y en a d'autres, hein, puis d'auteurs plus présents, t'évoquais Pierre Michon. Tu veux dire un mot? Je suis un très 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 grand admirateur de Pierre Michon, d'autant plus qu'il y a toute une partie aujourd'hui. Je parlerai de nains littéraires. Je pense par exemple à un Becbédé, oui, qui se permet de dire par exemple que Pierre Michon est un écrivain pour lecteur de Saint-Germain-des-Prés. Oui. Si Pierre Michon est un écrivain pour lecteur de Saint-Germain-des-Prés, je ne sais pas pour qui, pour quel genre de lecteur et Becbédé. Je me demande, je me pose la question. Oui, d'ailleurs, il vaut mieux que ne pas lire Becbédé. Hein, non seulement il vaut mieux ne pas lire, mais il est très conseillé de ne pas lire Pierre Becbédé. Et Michon est, à mon avis, aujourd'hui, peut-être un des plus magnifiques stylistes que nous ayons. Style, voilà. Hein, et ce qui est formidable chez Michon, c'est que c'est quelqu'un qui a un style véritablement précieux et qui pourrait verser dans le ridicule. Or, Michon est en permanence sur la crête, vraiment, à l'extrême limite de tomber dans le ridicule, et n'y tombe jamais. Et c'est vraiment, pour qui aime les stylistes, c'est un écrivain majeur, à mon avis. Et alors, quel roman tu peux citer de lui? Il y a La Grande Beune, il y a Les Vies minuscules, et il y a... un des derniers, Les 11. Il y a Les 11, ouais, que j'ai trouvé un petit peu moins bon, ouais, que les précédents. Et mais c'est pas du football, hein. Si on peut non, faire, non, c'est pas du football. C'est pas les équipes. Et il y a... je me souviens plus du titre, c'est la vie de Roulin. Alors, voilà. Ouais, justement pour le style. Alors, on va essayer dans les dernières parties de l'émission de revenir peut-être à ce qui est important, puisque on parlait au début, on l'a évoqué évidemment, Louis-Ferdinand Céline, hein, puisque oui, c'est le style. On va essayer de le définir et puis de voir aussi, alors l'apport, hein, puisque dans cet entretien tu l'évoques aussi, ce qu'il a apporté à l'ensemble de la littérature, comment il a transformé justement la langue, l'écriture, hein, puisque les motifs placés dans l'écriture, on va revenir dessus, peut-être aussi évoquer un peu d'autres auteurs qui ont écrit sur Céline, et à cette occasion évoquer aussi ton bouquin Massacre pour une bagatelle, hein, puisque Josy, tu as trouvé un petit peu dans la lecture de cet ouvrage une manière d'écrire oui, de Louis-Ferdinand Céline. Une inspiration, oui, d'écriture. Moi, j'ai retrouvé Céline un peu dans ton écriture. Mais alors, on peut peut-être, avant de reprendre sur ces nouveaux thèmes, passer un peu de musique et rappeler le numéro du studio, Gérard. 01 43 71 89 40, l'émission L'invité de Chronique Hebdo sur Radio Libertaire. Catique la putain, celle qui n'aime le matin, à l'aube-brise crève le grain, ni mon cœur fidèle, ni les roses. You profondis, yop tédium, à la grand-vergue le petit homme, chacun gouelant dans sa monture, à nous coulant figure.
Quand Katinka sera bossue, nous irons voir aux citadelles. À force de prêter son cul, la cloche 3 fois gros comme elle. You profondis, yo tédéum, à la grand-vergue, le petit homme, chacun goéland dans sa monture. À nœud coulant, brave figure, celle qu'on branle chaque matin pour faire lever tous les putains. Grosse bataille, petit butin, depuis l'Irlande aux Dardanelles. Il est sous le mec, alors ça n'a aucune importance, il l'a fait comme il peut. Voilà l'histoire. Bon, et maintenant c'est fini, je vous embête plus. Hein. Splendide, tout est douceur, les hommes s'aiment comme des sœurs. Oui, comme des sœurs, les contremaîtres dans les usines bercent leurs ouvriers. Tout nous sourit. On est heureux, les hommes sandwich ne se mangent plus entre eux. Tout le monde est tellement content que ça en devient inquiétant. Oh joie, au fond désir, joie, tu nous étreins, nous étreins de plaisir. Vaches et brebis viennent picorer le miel sur nos habits. Cuit, 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 amusons-nous bien, soyons gais, mettons-nous du rouge sur le nez. Oh, va Dieu, va Dieu, ce qu'on est heureux, oh, ce qu'on est joyeux, tout resplendit, tout nous sourit. Youpi, Eh bien, après la haine, l'amour. Hein, vous avez entendu cette magnifique chanson que là, c'était plus une tyrolienne haineuse. C'était le chant d'allégresse. Le chant, voilà. Le chant. Et avant, surtout. Vous avez pu entendre Louis Ferdinand Céline lui-même chanter à nœud coulant. Voilà. Alors important, donc là aussi, c'est un double
double CD qui a été publié. Il y a des entretiens de Céline, et puis entre autres dessus, mais je sais pas si on le passera aujourd'hui, il y a la lecture par Arletty du certificat d'études, justement, ce passage de mort à crédit. Alors extraordinaire, mon petit gars, tu vas rentrer dans la vie maintenant, tu vas voir ce que c'est. Alors justement, donc rappelez aux éditeurs Émile Bramy dans les studios de Radio Libertaire, donc ce matin, dans l'entretien. Alors Émile Bramy, tu évoques ton arrivée à Paris, et tu dis, je fréquentais donc à quelle époque, c'était fin des années 60, les milieux anarchistes. Oui. C'est ça. Alors oui. C'est-à-dire que à l'époque, c'était quand même le gauchisme, et ça m'a toujours fait très peur. J'ai toujours trouvé que c'était une forme d'embrigadement. Moi, j'ai peur des groupes, j'ai peur et je trouve toujours que plus on est nombreux, plus on est bête. C'est-à-dire que... Ah oui, c'est Brassens. Oui. Au-delà de 3, on est une bande de cons. Voilà. Et ça, j'ai toujours pensé ça. Alors, tu sais bien, par rapport à ça, alors évidemment, les milieux anarchistes, donc revenir à... Nous, ce que l'on dit souvent, revenir à l'individualisme, et en particulier à Stirner, là aussi, recommandations, puisque des recommandations de lecture ce matin, alors un petit peu plus longues, un petit peu plus difficiles, et là on peut le trouver à Publico, l'unique et sa propriété, donc collection, il y a différentes collections, l'âge d'homme en particulier. Donc là, tu arrives et la rencontre se fait, tu fais les quais, et où à un endroit, tu découvres le voyage au bout de la nuit. Non, c'est ça. Du tout. Non, c'est pas celui-là. Non, pas du tout. C'est pas du tout passé comme ça. Donc j'étais dans une espèce de petit local dans le 20e, et quelqu'un que j'admirais beaucoup, c'était moi j'avais 17 ans. C'était un type qui avait une 50aine d'années, qui avait fait la guerre d'Espagne, qui était ces gens qui ont un peu disparu d'ailleurs malheureusement, des espèces de ces formidables autodidactes qui étaient des ouvriers autodidactes, étaient vraiment des gens absolument extraordinaires. Et moi, je détestais Sartre, que je déteste toujours parce que je trouve que c'est pas un écrivain, c'est rien du tout, quoi. Alors, mais là, t'es influencé par Céline. Non, mais avant. La rencontre. Avant. L'agité du bocal. Je ne sais absolument pas qui est Céline. Ouais. On m'a fait lire du Sartre, je trouve ça très mauvais, je trouve ça lourd, je trouve ça sans intérêt, etc. Et ce monsieur me dit, ce camarade, me dit, voilà, prends ça devrait te plaire. Et il me tend un truc renéoté, avec écrit dessus Céline. D'ailleurs, je crois que c'est une femme, et à l'agité du bocal. Et il y a deux choses qui me mettent littéralement sur le cul. C'est que d'abord, Sartre se prend une fessée formidable, mais ça c'est anecdotique. Ça m'amuse bien sûr, mais c'est anecdotique. Et il y a cette écriture absolument époustouflante, et je me dis c'est pas possible. On peut écrire comme ça. C'est-à-dire que moi, j'étais dans la littérature un peu classique. J'ai toujours énormément lu. Depuis que j'ai 9 ans, je lis 4-5 livres par semaine. Donc voilà. Et je me dis, c'est incroyable. Donc on est en 67. Il se trouve que c'est le moment où Céline est au purgatoire. Et je me dis, il faut absolument que je trouve des choses à lire de ce type-là. Donc je vais dans une librairie, je trouve en poche Voyage au bout de la nuit, et je trouve Mort à crédit. Bon. Et je lis quand même du même auteur, donc j'essaye de trouver les autres bouquins. Je vais à la librairie Gallimard du boulevard Raspail. Là, je trouve les 2 tomes de Ferry dans l'édition originale, alors qu'ils étaient sortis 13 ans auparavant, et c'est tout. Et c'est comme ça que je passe dans le circuit de la librairie d'Anciens. C'est-à-dire que quelqu'un me dit, voilà, si tu veux trouver du Céline, il faut aller sur les quais, il faut aller dans les librairies d'occasion, etc. Et donc j'y vais, je trouve d'autres bouquins. Et un jour, sur les quais, quelqu'un me donne un livre qui s'appelle Bagatelle pour un massacre. Et là, je suis complètement anéanti, parce que je suis juif, et que je lis un texte antisémite d'un écrivain qui est devenu mon écrivain favori, quoi. Et ça me pose un énorme problème. C'est-à-dire, je me dis, je vais arrêter de lire ce type-là, c'est pas possible. Et je me rends compte finalement, j'ai même pas eu de choix à faire. C'est-à-dire, je me suis pas dit je vais le faire ou pas. C'est que il y a des écrivains qui vous sont indispensables, qui vous accompagnent dans la vie. Et Céline fait partie de ces écrivains-là. Donc j'étais obligé de faire avec. Voilà. C'est pas facile. C'est pas facile d'aimer quelqu'un qui, d'une certaine manière, et à un certain moment, a voulu votre peau.
C'est compliqué. C'est ce que tu dis, oui. Voilà, c'est compliqué. Mais bon, j'essaye de faire avec. Moi, d'habitude, l'image que j'ai à propos de mes rapports avec Céline, c'est que je marche avec un caillou dans la chaussure. C'est-à-dire, voilà, ça me gêne en permanence. Mais en même temps, je suis bien obligé de marcher avec. Alors, justement, par rapport au bouquin, parce que là, je crois que tu es intervenu, tu disais, tu le relectures chaque année. Lequel est le Mort à crédit ou le Voyage? Alors, pour moi, le grand livre de Céline, c'est Mort à crédit. Pour une raison très simple. Si on lit Le Voyage, c'est un très grand livre. Mais ça n'est pas encore tout à fait du Céline. C'est-à-dire que du point de vue des formes, du point de vue de l'écriture, on a encore des formes qui sont des formes très classiques. Par exemple, il y a énormément d'imparfaits du subjonctif. Les phrases sont très bien construites. Et puis, c'est aussi un premier roman. C'est-à-dire que, comme dans tous les premiers romans, l'auteur veut montrer à quel point il écrit bien, à quel point il sait faire. Tout ça disparaît à partir de Mort à crédit. Et surtout, c'est dans Mort à crédit que Céline ose, il n'y a pas d'autre mot, ose enfin écrire comme il veut écrire. C'est-à-dire que, par exemple, c'est dans Mort à crédit que Céline déstructure totalement la phrase, qu'il supprime les conjonctions de coordination pour les remplacer par les trois petits points, qu'il emploie de manière massive les exclamatives, que lorsqu'il a besoin d'un mot et que ce mot n'existe pas, il va le fabriquer. Voilà. Et tout ça n'existe pas. Ça existe, mais sous forme embryonnaire. Voilà. Oui. Donc pour moi, j'ai coutume de dire que le premier livre de Céline, c'est Mort à crédit. Alors c'est évident que Le Voyage est un chef-d'œuvre. C'est évident qu'il ferait la gloire de n'importe quel écrivain. Mais je considère que du point de vue de l'écriture célinienne, le Mort à crédit lui est infiniment supérieur. Et puis il y a des livres qui, sans qu'on sache pourquoi, sans qu'on soit capable de le comprendre, ont la grâce. Et pour moi, Mort à crédit est un livre qui a la grâce. Par exemple, du point de vue technique, sans doute qu'un livre comme Nord, le dernier livre publié du vivant de Céline, est un pur chef-d'œuvre d'écriture. C'est vraiment l'achèvement du style de Céline. Rigaudon, qui sera publié par la suite, n'est pas le texte tel que Céline l'aurait voulu. Bon, donc le dernier livre vraiment publié par Céline, c'est Nord. Et dans Nord, il est au sommet. Mais pour moi, ça ne concerne que pour moi, du point de vue de l'écriture, Nord est supérieur à Mort à crédit, mais il n'y a pas cette grâce, cette espèce de légèreté incompréhensible qu'il y a dans Mort à crédit. Voilà. Et je pense à une question aussi de personnalité. C'est le livre qui me fait le plus vibrer. Et ça, on ne sait pas pourquoi. Alors, dire justement, peut-être, puisque tu as commencé, nous, ce que l'on dit, l'importance, évidemment, comme disait Céline, c'est le style. Hein, il n'y en a pas beaucoup, pour un siècle, qui ont... Et de bien voir que, puisque tu parles de Mort à crédit, et puis le plus élaboré, Nord, pour des gens, enfin, qui ne se rendraient pas compte de l'importance que ça, on peut dire que toute cette littérature un peu engoncée, officielle, c'est-à-dire une écriture académique, il l'a fait exploser. Alors, et ça permet, comme tu dis, ça, ce qui est très important, c'est que dans la littérature, il a ouvert justement des voies pour d'autres écrivains, et ça, c'est une importance fondamentale. C'est à la fois cette ouverture considérable par le style. Alors, rappelez, il y a dedans, comment le définir, le langage parlé, le rendu émotif, et qui dit qu'il n'est pas une transcription du langage parlé, ça n'a rien à voir. C'est une réinvention poétique du langage parlé. Et c'est ça qu'il faut insister, je pense, réinvention poétique. Ce qu'on ne sait pas, ce que très peu de gens savent, c'est par exemple l'influence extraordinaire qu'a eu Céline sur toute la beat génération américaine. Par exemple, quelqu'un comme Kerouac était un admirateur forcené de Céline. Mais ce qui est extraordinaire chez Céline, moi je trouve, c'est que comme tous les génies, et là on peut parler de génie d'un point de vue littéraire, c'est que pour moi la définition du génie, c'est quelqu'un comme qui personne n'écrivait avant et comme qui personne n'écrira après. C'est-à-dire c'est par définition quelqu'un d'unique. Voilà. Et en même temps, ce quelqu'un d'unique doit être quelqu'un qui ouvre des voies. C'est-à-dire que personne ne peut imiter Céline et que toutes les tentatives d'imitation se sont terminées par des fiascos lamentables. Mais en revanche, si on ne peut pas l'imiter, on peut le suivre.
C'est-à-dire, on peut entrer dans les voies qu'il a ouvertes, évidemment avec infiniment moins de talent, évidemment en étant très inférieur à lui, mais en même temps, c'est lui qui a dit voilà. On n'a pas besoin, on est au XXe siècle, on n'a pas besoin d'écrire comme au XVIIIe siècle. Écrivons dans la langue qui est celle qui reflète le mieux le monde atroce dans lequel nous sommes. Voilà. Et ça, il a été capable de le faire. Ouais. Il y a quelques écrivains, fort heureusement, mais je crois qu'il ne faut pas imiter Céline, mais il faut s'en inspirer, mais pas dans les formes, je pense, pas dans les formes, parce que là, c'est impossible, mais dans la manière de voir les choses. Voilà. Si, peut-être dans la simplicité, dans le langage parlé. Oui, bien sûr. Non, mais par exemple, l'introduction du langage parlé. On a même envie, de temps en temps, quand on écrit, de faire non pas de l'imitation, mais de retrouver des formules simples. Oui, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le pastiche est rarement quelque chose de bien, quoi. Ah oui, surtout si c'est pas quelque chose. Alors est-ce que je peux justement proposer à Émile Bramy un texte, parce que justement moi quand j'ai lu Voyage au bout de la nuit et Mort à crédit, et puis après il y avait eu l'émission et qui avait fait un petit peu scandale, donc j'avais écrit un petit texte en m'inspirant de justement des mots de Céline. Alors je vais te le lire et puis tu vas me dire un peu ce que t'en penses. Allons-y. Alors, nom de Dieu, on renifle que ça va rouscailler de l'autre côté de la boîte à dévidoir, c'est-à-dire la radio, celle dans laquelle on cause. Parce qu'ils sont nombreux qui peuvent pas le piffer, le Céline. Plus question qu'ils s'embuent d'un seul petit œil sur cette vache charogne. Sanglés qu'ils sont au fond de leur substance. Basta, au placard, au rencard, définitif. Il avait plongé dans le fumier, l'ordure, la pourriture, et évidemment, on a bourré sur ça. Nous, il y a longtemps que ça fermentait dans nos bobèches. On n'avait pas le même affure. On pouvait faire une émission, jacter sur lui. Il nous avait tant fait marrer dans ses bouquins, rapport à son enfance, Mort à crédit. Il nous a tant précipité au cerveau par ses analyses incisées qu'on ne pouvait pas le laisser toujours à la cave. C'est pas pour acheter son vomi, sa haine, son cri. Pot de balle, balle-pot. Là où il est, qu'est-ce que ça peut lui fiche? Mais son style, son littéraire, parlons-en. D'auteur, il dédommage les damnés. Son style, c'est la revanche du petit, de la rue sur le grandiloquent. Ses portraits de Kidam, c'est du théâtre vivant. Il les trace à l'incisif. Ces hommes troubles, dégueulasses, qui s'arrangent pour élucider tous les contrôles. L'homme n'a qu'un tyran, c'est lui-même, dit-il. Et là, il est expert, lorsqu'il va vers ses inéluctables amoindrissements. Voilà. Très bien. Oui. Alors, c'est pas du Céline. Hein. Non, c'est pas du Céline. Enfin, pour moi, c'est. Enfin, je suis désolé, je vais dire. Enfin, bon. Non, moi, son écriture oui, j'ai bien compris. Dans un but. Pour moi, on voit la difficulté. Déjà, on voit la difficulté à trouver ça. Et puis bon, c'est une copie, quoi. Voilà. Alors, revenir justement, on va parler, puisque Josie, tu as lu le bouquin d'Émile Bramy. Massacre pour une bagatelle. Alors, oui, évidemment l'inversion. On va en parler juste avant. Alors, avant de parler de ça, peut-être souligner quand même que pour le style, en tout cas, ce qui pouvait être dit et à la fois une citation que j'ai trouvée dans un ouvrage qui est sorti il y a 1 an, justement, aux éditions Écriture. C'était des textes de Philippe Solers sur Louis-Ferdinand Céline. Il cite Sartre, c'est assez, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure, l'agité du bocal. Il dit, Solers, que Sartre a eu un mot profond à propos de Genet. La société pardonne plus facilement une mauvaise action qu'une mauvaise parole. Alors, je trouvais que ça s'appliquait évidemment extrêmement bien à Louis-Ferdinand Céline et au dire évidemment aux auditeurs qui le savent certainement qu'à partir du Voyage au bout de la nuit et puis évidemment de Mort à crédit, c'est un ouvrage quand même pour le premier. Il y a les idées, puisque même si Céline se défend d'avoir des idées, en tout cas il y a une critique absolument, une lucidité virulente de la société capitaliste.
anarchiste, hein, et de son fonctionnement social, de la bourgeoisie. Et lui aussi, on parlait au début de cette émission, il avait un petit peu prévenu, annoncé que l'Europe, que le monde courait une catastrophe avec évidemment le massacre, que les hommes allaient s'entre-dévorer, allaient se massacrer. Hein, c'est ça qu'il a déjà évoqué. Qu'est-ce qu'il y a dans l'homme? Tuer l'autre, un petit peu. Et donc d'exprimer que quand même, par rapport enfin plus que quand même, mais Le Voyage au bout de la nuit, je dirais que c'est un grand livre, puisque même au-delà des thèmes et des idées développées dans ce bouquin-là, certains ne l'ont peut-être pas vraiment lu, il dit, et quand même dans les premières pages, tu sais, moi je suis anarchiste, hein, comme tu l'as dit, Bouffi, hein, il y a une expression comme ça par rapport à ça, et c'est vrai que les thèmes développés, et là on va y revenir peut-être, puisque tu as participé à un ouvrage important. On parlait tout à l'heure de la correspondance de Flaubert, la correspondance de Louis-Ferdinand Céline, qui est parue il y a quelques mois. Alors, j'y ai participé très petitement, en donnant quelques textes et quelques lettres que j'avais retrouvées. Bon, donc j'y ai pas participé à proprement parler. Ton nom est cité. Oui, non, je suis un des contributeurs. Un des contributeurs. Publié, mais je n'ai pas... donc, qu'est-ce que tu penses, évidemment, d'un ouvrage essentiel, quand même. Alors, c'est un ouvrage essentiel. En attendant, alors, le problème de cet ouvrage, c'est que c'est une correspondance partielle, c'est un choix de lettres. Et il y en a à peu près 2000, et on considère que Céline a écrit à peu près 15 000 lettres, et on en connaît 8000. Donc en fait, il y a un quart de ce qu'on connaît, et on sait aussi qu'il y a un certain nombre de correspondances qui existent, qui sont répertoriées, mais que dont les possesseurs ne veulent pas les donner à lire. Il y a par exemple il y a en Bretagne une correspondance très antisémite dont les possesseurs ne veulent pas qu'on la lise. Bon, donc c'est un ouvrage majeur parce que c'est aussi un très grand épistolier, Céline. Et ce qui est intéressant dans les lettres de Céline, c'est que c'est un peu son laboratoire. C'est-à-dire que souvent, lorsqu'il écrit, il écrit plusieurs lettres par jour, entre autres pendant la période de l'exil, et donc il essaye une phrase ou deux qu'on va voir sur 3 ou 4 lettres, sous des formes un petit peu différentes, et il n'est pas rare qu'on retrouve ensuite cette phrase, cette formule dans l'œuvre. Donc c'est très important pour la genèse de l'écriture de Céline. Et puis, comme toujours dans les lettres... Ses parents, il y a les premières lettres à ses parents. Oui, qui sont de 13-14 ans, il a écrit avant ça. Avant la première lettre, 7 ans. 7 ans. Voilà. Et c'est vraiment publié dans le... Oui. Et il y a un petit ouvrage qui est sorti en même temps que la correspondance, qui s'appelle Devenir Céline, qui sont justement les lettres, non pas de Céline, mais de Louis Détouche, c'est-à-dire du jeune garçon qui va devenir Céline et du jeune homme à l'armée qui va devenir Céline. Donc les lettres sont très très importantes, évidemment, la Pléiade, dans l'attente d'une publication un jour ou l'autre, mais dans de nombreuses années, d'une correspondance complète. Il y avait aussi un petit bouquin que j'ai lu, c'est des lettres à sa secrétaire. Des échanges de correspondance. C'est des lettres à Marie Canavagia, qui ont été republiées par Gallimard il y a 2 ans maintenant, et qui sont absolument extraordinaires parce que c'était la personne avec laquelle il travaillait. Et donc, on voit très bien dans ces lettres comment Céline fonctionne en tant qu'écrivain. Et puis une relation très très chaleureuse avec sa secrétaire. Très chaleureuse et très bizarre parce que lui, il l'a respectée pour ses qualités de correctrice et tout, et elle était passionnément amoureuse de lui. C'était une vieille fille, enfin, etc. Donc donc il l'engueule de temps en temps en lui disant non, mais ça suffit, laissons de côté les sentiments, on est là pour travailler, enfin, etc. Mais c'est effectivement, il y a en fait je dirais 2 correspondances très importantes qui sont au-dessus des autres. C'est la correspondance avec Marie Canavagia et c'est la correspondance avec un intellectuel américain qui s'appelait Milton Indus, qui a été publié à l'Arche, parce que c'est celle où Céline parle beaucoup de ses sources, des gens qui lui ont servi de modèle, de choses comme ça. Voilà. Et indépendamment de la correspondance, il y a aussi je ne sais pas si c'est véritablement un ouvrage, est-ce que c'est simplement un essai qui n'a pas été transformé, Casse-pipe. Alors, Casse-pipe, c'est quelque chose qui... illustré par Tardy. Non, il est sorti en 1945, l'édition 46, l'édition originale, et ça a été publié par
Pierre Monnier. Donc et ensuite ça a été repris chez Gallimard. Donc Céline était vivant au moment de Absolument. Alors simplement, ce qu'on sait aujourd'hui de Casse-Pipe, c'est que ce que nous possédons, c'est un fragment d'une centaine de pages. En fait, Casse-Pipe aurait été, il faut parler au conditionnel, aurait été un ouvrage que Céline a rédigé entièrement et qui aurait fait 800 pages. C'est-à-dire quelque chose d'aussi important que Mort à crédit et qui aurait été la suite de Mort à crédit, puisque Mort à crédit se termine sur le fait que Ferdinand veut aller s'engager dans la cavalerie et le début de Mort à crédit, c'est l'arrivée de Ferdinand dans sa caserne. Donc c'est vraiment la suite chronologique. Et il est presque certain que ce livre a été écrit et qu'il a disparu pendant le pillage de l'appartement de Céline en 1944. Oui, alors justement, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, on peut recommander, alors là aussi, j'ai dit dans la correspondance, puisque là tu parlais tout à l'heure, tu appréciais davantage la correspondance de Flaubert, évidemment à ses ouvrages. En tout cas, pour la correspondance de Céline, moi j'ai regardé, il y a des choses extraordinaires. Donc on peut évidemment recommander. Ah, absolument, oui, c'est absolument extraordinaire. Et entre autres, alors ce que tout à l'heure revenir aussi, parce que c'est vrai que le déchaînement, il avait tout le monde, l'ensemble de la société contre lui. Faut le citer, le fameux pamphlet Mea culpa. Ah oui, oui. Moi, je relisais hier le contenu de ce Mea culpa, notamment sa critique du communisme. C'est extraordinaire. C'est une critique extraordinaire et féroce du communisme. Ça, c'est vraiment. Donc, on comprend pourquoi qu'il avait tant d'ennemis. Donc, je pense que l'ensemble de la société, il avait mis le doigt où ça fait très mal. Il montrait le miroir. Il leur disait voilà ce qui se passe là-bas, en URSS. Donc, c'est écrit en 1936 exactement. Donc évidemment ça déplaisait beaucoup. Alors on conseille aux auditeurs aussi la relecture ou la lecture de Mea culpa. Et éventuellement, s'ils arrivent à le retrouver, on le trouve à Lausanne, les différents numéros du Libertaire dans lesquels les lecteurs du Libertaire ont été invités à donner leur avis sur le procès qui a été fait à Céline à cette époque. Alors Émile Bramy, avant de terminer justement, Josie, alors revenir sur ton bouquin et puis parler peut-être de dernier sur Céline. Alors celui-là, Massacre pour une bagatelle. Et qu'est-ce que c'est sur l'édition? Alors Josie, vas-y. Il vient d'en parler. Le roman débute avec le pillage de l'appartement de Céline, justement. Puis donc après le roman se déroule plus à notre époque et donc il y a 2 assassinats, un avocat d'affaires et un libraire. Mais peut-être que c'est mieux si tu le racontes toi. En gros, en fait. Alors la bagatelle, c'est pas une histoire de faux ou de quelque chose comme ça? Alors en fait, l'histoire.